Bonsoir, merci pour cette présentation. Je vous présente d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et bien évidemment, je vous souhaite des coopérations nombreuses, fructueuses, fécondes dans tous vos domaines d'intérêt. En fait, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est grâce à toute une somme de comportements coopératifs qui ont permis l'organisation de cette rencontre, une coopération qui s'est nouée entre institutions, entre personnes, la coopération des moyens de transport qui vous ont permis d'arriver jusqu'ici, la coopération de l'équipe technique qui me permet de parler sans avoir un micro à la main. Et tout au long de la soirée, nous allons d'ailleurs continuer à coopérer. Il y a un certain format de la conférence qui vient d'être rappelé, que nous allons respecter. Nous ne fumons pas, nous ne crachons pas par terre, nous avons mis nos mobiles sur le mode silencieux, etc. etc. Et la coopération, en fait, est au cœur de toutes les interactions humaines, et il n'y aurait pas de société sans coopération. Cette coopération donc est massive et la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si cette coopération que l'on rencontre à tous les étages du vivant, cela sera évoqué dans les conférences qui suivront la mienne dans les 2 prochaines semaines, cette coopération donc, que l'on observe chez l'être humain, est-ce qu'elle est finalement semblable à celle qu'on observe ailleurs, ou bien est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, de singulier, peut-être d'exceptionnel? Donc c'est à cette question que je vais m'attacher ce soir. En fait, à 2 questions. La question de l'exception humaine dans le domaine de la coopération, puis aussi la question toute bête, pourquoi coopérer? La coopération étant définie, par exemple, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, comme le fait de concourir avec autrui à la production d'un effet, que cet effet soit donc recherché à des fins intéressées ou de manière totalement altruiste. Donc pour introduire le sujet, je vais d'abord vous présenter un très court film et je vous demande d'être attentif à l'interaction entre l'enfant et l'adulte que vous allez voir sur ce petit film dès que la coopération fonctionnera bien du côté de la salle technique. Voilà. Et regardez bien le regard de l'enfant pendant cette courte séquence. Voilà, je précise que cet enfant de 2 ans, 2 ans et demi n'est pas apparenté avec l'expérimentateur. Et vous avez vu qu'il n'y a pratiquement pas d'échanges verbaux, mais il a coopéré, il a aidé l'adulte. Donc on va passer maintenant à la diapositive suivante. Voilà. Ce que l'on peut noter d'un point de vue, disons, de l'ontogénèse et du développement de l'individu, c'est que très tôt, l'enfant manifeste des prédispositions à la coopération, et notamment à partir de l'âge de 1 an, par une certaine gestuelle, qu'on appelle la communication gestuelle coopérative, qui consiste donc à pointer du doigt des objets ou des scènes intéressantes pour partager l'expérience avec soit d'autres enfants, soit d'autres adultes. Et là, il y a vraiment une caractéristique de l'être humain parce que chez nos plus proches parents, disons sur l'arbre phylogénétique, les chimpanzés communs que vous voyez en dessous, c'est-à-dire les pantroglodytes, eh bien, on n'observe pas une telle gestuelle. Il arrive que des chimpanzés pointent donc un objet, généralement de la nourriture, mais c'est pour indiquer qu'ils veulent s'approprier la nourriture. Donc c'est vraiment dans une logique de compétition avec leurs congénères, alors que dans le cas des êtres humains, ces gestes de pointage se font vraiment dans une logique de coopération. Alors, je ne veux pas dire que la compétition n'existe pas au sein de l'espèce humaine, et je reviendrai sur ce point, mais elle est souvent exagérée. Vous vous souvenez sans doute qu'en 2005, il y a eu une véritable catastrophe naturelle provoquée par le cyclone Katrina en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans.
Et à l'époque, les médias, les chaînes de télévision, etc., ont largement insisté sur les scènes de pillage qui ont eu lieu après le passage du cyclone. Donc ça a fait la une de tous les journaux. Et bon, ça a donné vraiment l'impression d'êtres humains férocement compétitifs, peu solidaires, etc., etc. Mais des chercheurs du Centre de recherche sur les désastres, sur les catastrophes naturelles, donc de l'université de Delaware, se sont penchés de plus près sur la question. Et en fait, après donc une étude approfondie, eh bien, ils ont fait le constat suivant. En réalité, après le passage du cyclone, ce qui a prévalu, ce sont les comportements d'entraide, de solidarité. Mais bien évidemment, cela n'a pas fait la une des journaux parce que ce n'est pas spectaculaire. Et il faut noter au passage que le fait pour les médias de mettre l'accent comme ça sur des phénomènes de compétition, de pillage, etc., laisse passer un mauvais message quand même dans l'opinion publique, puisque ça laisse penser que l'homme est un loup pour l'homme, comme on dit, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé après la catastrophe, c'est, comme je l'ai dit, avant tout des comportements coopératifs, des comportements d'entraide et de solidarité. On a vu que d'un point de vue ontogénétique, l'être humain avait des prédispositions à la coopération. Eh bien, on sait aussi que ça fait partie de notre héritage phylogénétique. Sur cette diapositive, vous voyez représenter des ancêtres d'Homo sapiens. Ce sont des Homo heidelbergensis qui, donc, ceux-ci vivaient il y a environ 530 000 ans dans une région qui se trouve près de Burgos, en Espagne. Enfin, ils n'étaient pas uniquement là, en Espagne, mais je vais parler de ce site. Donc, un site qui s'appelle la Cima de los Huesos. Et les paléanthropologues ont identifié 28 individus, appartenant à cette espèce Homo heidelbergensis. Et parmi ces 28 individus, il y avait une fillette âgée d'une dizaine d'années, qu'ils ont appelée Benjamin. Et cette fillette, donc, le crâne de cette fillette présentait une asymétrie, qui était donc une malformation congénitale. Et les chercheurs ont conclu qu'elle avait souffert de crâniosynostose. La crâniosynostose, c'est une soudure prématurée des os crâniens qui se traduit ensuite par des troubles psychomoteurs qui peuvent être extrêmement sévères. Et donc, de l'avis des chercheurs, si cette Benjamin a survécu il y a 530 000 ans, eh bien, c'est uniquement parce qu'elle a bénéficié de l'aide, du soutien, de l'entraide de tout le groupe. Elle n'aurait pas pu s'en sortir toute seule. Et ce fait, donc, qui caractérise pas seulement notre espèce Homo sapiens, mais tout le genre Homo, avait été noté par Darwin déjà dans la filiation de l'homme, The Descent of Man, dans lequel il disait que ce qui a fait finalement la force de l'être humain dans sa capacité à occuper toutes les régions de la planète, bon, c'est un certain nombre de savoirs, de compétences cognitives, mais c'est aussi ses qualités sociales qui l'ont conduit à apporter de l'aide à ses semblables et à en recevoir en retour. Donc, une aptitude à la coopération qui se manifeste tant sur le plan phylogénétique qu'ontogénétique. Alors, ça pose la question de l'existence précisément de ces comportements coopératifs. Pourquoi coopérer? Pourquoi est-ce que ça pose une question? Parce que les comportements coopératifs semblent être une sorte de démenti à deux théories dont l'une est particulièrement robuste. La théorie qui est particulièrement robuste, on va dire, c'est la théorie classique de l'évolution. Et puis l'autre théorie qui, elle, est quand même beaucoup moins robuste, c'est la théorie économique classique. Alors, par rapport à la théorie, on va dire, classique de l'évolution, l'existence des comportements coopératifs, c'est un petit peu une énigme, puisque vous connaissez peut-être l'ouvrage, les travaux de Dawkins sur la notion de gène égoïste, l'idée que, en fait, toute l'évolution a pour vocation, bien qu'il n'y ait pas de but de l'évolution, de transmettre les gènes, d'assurer donc un succès reproductif aux gènes, les individus étant les véhicules de ces gènes. Et donc, dans cette logique-là,
perdre du temps, gaspiller de l'énergie à venir en aide à un autrui, c'est du même coup prendre le risque d'affaiblir sa fitness, sa capacité reproductive. Et donc, logiquement, étant donné que la théorie de l'évolution est robuste, on ne devrait pas observer de comportement coopératif. Bon, on sait bien qu'il n'en est rien. Vous voyez en bas de la diapositive une photo représentant une personne donc, participant au restaurant du cœur, et donc c'est un acte bénévole, altruiste, etc., qui semble, encore une fois je dis semble, démentir la théorie classique de l'évolution. Donc si on se situe du côté de la théorie économique standard, qui prédit que les individus sont des acteurs rationnels et égoïstes, qui cherchent à maximiser, là encore, leur intérêt, eh bien, on ne comprend pas on ne voit pas très bien quelle place accorder à la coopération. C'est encore une fois du temps perdu, le temps qu'on passe à aider autrui, il vaudrait mieux le passer à maximiser ses propres intérêts. Ben là encore, les faits démentent donc la théorie, et notamment il y a un jeu coopératif qui est très connu, qui s'appelle le jeu de l'ultimatum, hein, qui consiste en ceci. Une personne qu'on va appeler le banquier donc propose à deux autres personnes un jeu donc qui s'appelle le jeu de l'ultimatum et qui consiste à donner à une des deux personnes une somme d'argent, par exemple la somme de 100 €, et la personne qui a reçu ces 100 € doit partager ces 100 € avec la seconde personne qui participe au jeu. La personne qui reçoit les 100 € fait le partage comme elle l'entend, selon le ratio qui lui convient. Et la seconde personne, soit accepte l'offre qui lui est faite, et à ce moment-là, les deux personnes partent avec l'argent tel qu'il a été donc réparti, soit le refuse, et à ce moment-là, le banquier récupère la mise. Donc, selon la théorie économique standard, on devrait s'attendre à un ratio du type 99 1 €, c'est-à-dire j'ai les 100 €, je dois les partager avec quelqu'un, ben je vais proposer le minimum, 1 € si cette personne est un acteur rationnel, égoïste, etc., qui cherche à maximiser son intérêt. Bien sûr, elle ne va pas être contente, elle va trouver que je suis vraiment pas sympa de proposer seulement 1 €, mais elle ne va pas refuser parce qu'1 € c'est mieux que 0. Alors, si elle refuse, on perdra tout. Donc ce que prédit la théorie économique standard, c'est que le ratio devrait être de 99 1. En réalité, lorsqu'on fait ce jeu, on organise ce jeu avec donc, des sujets dans diverses sociétés, on n'observe jamais ce ratio, on observe en général un ratio de 40-60. Il y a même des groupes, je pense par exemple au Lamarela, qui est un groupe de pêcheurs qui vit en Indonésie, où on observe des ratios du type 57-43, c'est-à-dire que l'individu qui a les 100 € donne 57 € à la seconde personne et n'en garde que 43. Donc vous voyez, il y a dans les comportements coopératifs une énigme, hein, en ce sens que tant pour ce qui concerne la théorie classique de l'évolution, qui encore une fois est une théorie très robuste, que la théorie économique standard, eh bien, les faits ne confirment pas la théorie. Alors ça pose la question du pourquoi de la coopération. Alors bien sûr, on pourrait se dire c'est un intérêt bien compris, comme on le voit sur cette diapositive, où les deux ânes, au lieu de tirer chacun de leur côté, puis de ne pas réussir à s'alimenter, eh bien, on décide de coopérer de manière intelligente et ainsi arrive à se nourrir. Mais ces deux ânes sont liés par une laisse, et dans les interactions sociales, bon, c'est pas le cas. On n'est pas relié par des liens physiques. Bien sûr qu'il y a des liens sociaux, hein, mais qui sont pas des liens qui nous contraignent matériellement, physiquement. Et là, vous avez des exemples de coopération tout à fait en haut. Vous avez des membres de la communauté Amish, hein, qui est une communauté d'anabaptistes qui vit notamment sur la côte est, d'origine germanique, hein, mais qui vit sur la côte est des États-Unis, et qui sont en train de coopérer pour construire une grange. Bon, ils le font, bien sûr, il existe des liens symboliques très forts entre eux, mais ils le font sans être contraints. Évidemment, de la même façon qu'une équipe de rugby va coopérer sans qu'il y ait une laisse qui les lie. L'image qui a été choisie pour illustrer ces conférences, on voit bien aussi qu'il n'y a pas de lien physique. Et si on pense aujourd'hui à tout ce qui se développe dans le domaine
domaine de ce qu'on appelle l'économie collaborative, ça va également dans le même sens. Il n'y a pas de lien qui oblige les gens à coopérer. Alors, voilà pourquoi de nombreux chercheurs dans toutes les disciplines, dans les sciences sociales, mais aussi dans les sciences biologiques, etc., se posent la question des raisons de l'existence de la coopération. Là, vous avez quelques exemples d'ouvrages qui posent explicitement cette question. Et en 2010, la revue Nature a publié un article dans lequel l'auteur soutenait que la compréhension de la coopération, c'était vraiment un des grands défis scientifiques du XXIe siècle. Donc, ce soir, très, très modestement, on essaie d'avancer un petit peu dans cette direction. Alors, une première explication, qui a connu ses heures de gloire, bien qu'aujourd'hui, ça change un petit peu. La première explication de l'existence des comportements coopératifs, c'est la théorie de sélection de parentèle. C'est-à-dire, c'est l'idée que dans de nombreuses espèces, on observe donc des comportements coopératifs entre individus apparentés et que c'est une manière, en venant en aide à son cousin, sa sœur, etc., de transmettre ses gènes indirectement. Donc, même s'il n'y a pas de descendance directe, même s'il n'y a pas de transmission directe des gènes, le pool de gènes est quand même assuré d'une transmission par l'intermédiaire de la parentèle. Alors ça marche assez bien, et même très bien pour certaines espèces sociales, comme les hyménoptères, les fourmis, les abeilles, les guêpes, etc. Et ça a été très bien théorisé par Hamilton, qui était un biologiste, en 1964, dans un article qui est un des articles les plus cités en biologie. Et lorsqu'on évoque la théorie de la sélection de parentèle, on se réfère à la règle de Hamilton qui dit que lorsque le produit de l'apparentement par le bénéfice en termes de fitness, en termes, si vous voulez, de transmission de gènes, est supérieur au coût que représente le fait de coopérer, par exemple le fait pour une fourmi ouvrière de ne pas transmettre directement ses gènes, mais de venir en aide à la reine, eh bien lorsque ce produit est supérieur au coût, il y a donc un avantage reproductif, il y a une transmission des gènes, et donc on peut de ce fait expliquer qu'il existe une coopération au sein d'une colonie de fourmis, au sein de l'essaim d'abeilles, etc., etc. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette théorie qui a une certaine valeur explicative, encore une fois, pour certaines espèces animales, car il est évident que ce n'est pas suffisant pour expliquer les comportements coopératifs chez les êtres humains. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que nous coopérons, et que je sache, même si nous avons bien sûr, en remontant très loin, un ancêtre commun, nous ne sommes pas apparentés. Donc il faut trouver d'autres explications. Alors, il y a une autre explication qui a aussi une certaine valeur explicative, c'est ce qu'on appelle l'altruisme réciproque ou encore la coopération conditionnelle, c'est-à-dire le fait que on va coopérer à condition que l'autre coopère à son tour. Donc, c'est encore une fois un intérêt bien compris. Et il est vrai que cette réciprocité explique un certain nombre de comportements coopératifs, notamment tout ce qui relève du partage de nourriture, tel que on peut l'observer encore dans des populations de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. À gauche, là, vous avez des Bushmen du Botswana. À droite, enfin au milieu plutôt, vous avez des Hachés du Paraguay, qui sont des populations de chasseurs-cueilleurs, et où le partage de nourriture, après la chasse, est quelque chose de systématique. N'oubliez pas que notre passé, à 99,9%, c'est un passé de chasseurs-cueilleurs. Nos modes de vie sédentaires sont tout à fait récents. Et donc, on peut imaginer que dans notre psychologie, se soit enracinée cette notion de coopérer à partir justement du partage de nourriture. C'est d'ailleurs la position que défend un philosophe comme John Rawls dans sa théorie de la justice. Il imagine une situation qu'il appelle
position originelle où les individus seraient soustraits à toute emprise de statut, de croyances religieuses, d'appartenance identitaire, etc. Et où ils auraient donc ils seraient sous une sorte de ce qu'il appelle un voile d'ignorance, et ils auraient à décider des règles, des comportements à adopter au sein de la société. Et Rawls nous dit, dans ce cas-là, chaque individu décidera d'adopter des comportements qu'il souhaiterait que les autres adoptent à son égard. Donc, c'est bien la notion de réciprocité qui, dans ce cas-là, est au cœur de l'émergence de la coopération. Un bon exemple de réciprocité, c'est ce qui, dans les comportements coopératifs, c'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez que la Première Guerre mondiale, ça a été une vraie boucherie, avec une guerre de tranchées qui se traduisait parfois pendant des mois par des dizaines de milliers de morts pour se disputer quelques dizaines de mètres de terrain. Et après l'enthousiasme, disons, des premiers jours, les soldats dans chaque camp ont vraiment compris qu'ils étaient de la chair à canon et ont imaginé des modes de coopération qui, à mes yeux, sont la manifestation d'une très grande intelligence sociale. Ça s'est produit entre les Anglais et les Allemands, ou entre les Français et les Allemands. Et par exemple, ils se mettaient d'accord pour s'informer mutuellement des heures où il y aurait un tir d'artillerie. Alors par exemple, du côté allemand, on savait que les Français allaient déclencher un tir d'artillerie à 7 heures du matin. Donc les Allemands, à 7 heures du matin, se mettaient tous aux abris pour éviter le maximum de pertes. Et puis, même chose, les Français savaient qu'à 17 heures, les Allemands allaient déclencher un tir d'artillerie, dont les Français se mettaient aux abris. Et là aussi, ça limitait énormément les pertes. Et ça a très bien fonctionné pendant quelques temps. Donc le nombre de morts a chuté de manière drastique. C'était une sorte d'égoïsme de groupe bien compris, qui permettait une coopération entre belligérants. Alors évidemment, au bout d'un moment, l'état-major s'en est aperçu, puis il a mis fin à ce type de coopération, parce que ce n'était pas le but qu'il recherchait. Mais en tout cas, voilà des exemples de comportements qui sont fondés sur la réciprocité. Et dernier exemple que je peux donner quand même de la pertinence de la notion de réciprocité pour expliquer les comportements coopératifs, c'est un jeu qui est souvent utilisé en théorie des jeux, que l'on appelle le dilemme du prisonnier. J'explique en quelques mots en quoi ce jeu consiste. La police soupçonne 2 personnes d'avoir commis un crime très grave, mais elle ne sait pas laquelle des 2 personnes a commis ce crime. Donc, elle propose le marché suivant à ces 2 personnes. Et donc, la police dit ceci: si l'un d'entre vous dénonce son complice, eh bien, dans ce cas-là, le dénonciateur sera libre et celui qui aura été dénoncé fera 10 ans de prison. Si aucun d'entre vous ne se dénonce, vous ferez chacun 1 an de prison. Et si vous vous dénoncez tous les deux, vous ferez chacun 5 ans de prison. Et donc, ce que prédit la théorie toujours de l'acteur rationnel égoïste, c'est ceci. Chacun des 2 accusés raisonne de la manière suivante. Il envisage une première hypothèse, c'est que son complice ne va pas le dénoncer. Donc si son complice ne le dénonce pas et que lui ne le dénonce pas, chacun va faire 1 an de prison, mais lui il va faire 1 an de prison. Alors que si son complice ne le dénonce pas et que lui le dénonce, eh bien il sera libre. Donc dans ce premier cas, il a intérêt à dénoncer son complice. Deuxième hypothèse, son complice le dénonce. Si lui ne le dénonce pas, eh bien, il va faire 10 ans de prison. Et si il le dénonce également, il ne fera que 5 ans de prison. Donc, dans les 2 cas, les personnes qui participent à ce jeu choisissent la dénonciation, ce qui n'est pas la stratégie coopérative optimale, puisque la stratégie
coopérative optimale, ça aurait été la non-dénonciation. Donc ça, c'est quand le jeu n'est joué qu'une seule fois. Mais dès que le jeu est réitéré, c'est-à-dire dès qu'il y a possibilité de réciprocité, eh bien, on constate alors une augmentation très significative de la coopération et le jeu évolue vers une stratégie coopérative optimale. Donc l'altruisme réciproque a sa pertinence. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer tous les comportements coopératifs, car on peut imaginer que ce soir, en rentrant chez vous, eh bien, vous allez à un moment donné devoir sortir les poubelles et que vous allez très scrupuleusement respecter le tri sélectif. Bon, ça c'est une forme de coopération inconditionnelle, vous le faites même si votre voisin ne le fait pas. Ou aussi on peut imaginer que tout à l'heure, en sortant dans la rue, ben, vous allez aider une personne âgée à traverser la rue, une forme d'altruisme qu'on ne peut pas expliquer là non plus dans le cadre de la réciprocité. Il faut donc trouver une autre explication, et la troisième explication qui, elle, on va le voir, est assez puissante, c'est la théorie de la sélection de groupe qui part du principe assez évident, c'est que nous, êtres humains, nous évoluons toujours dans des groupes restreints en regard de la totalité de la population humaine sur la planète. Alors, le principe de la sélection de groupe, qui avait été d'ailleurs, là encore, remarqué par Darwin, c'est que les groupes sont en compétition, les groupements humains sont en compétition pour l'accès à des ressources, pour le contrôle d'un territoire, pour le progrès technologique, parfois aussi pour des raisons de prestige, pour toutes sortes de raisons. Les groupes sont en compétition et donc, dans le cadre de cette compétition, il y a une pression sélective qui s'exerce sur chaque groupe pour favoriser la coopération au sein du groupe, car ce sont les groupes au sein desquels la coopération sera la plus forte, qui s'en tireront le mieux dans cette compétition. Donc une pression sélective qui s'exerce au niveau du groupe pour favoriser cette coopération. Alors, c'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs chez un certain nombre de philosophes, dont Bergson, lorsqu'il il évoque une notion d'instinct social qui repose sur une société, un groupe, donc relativement refermé sur lui-même, et qui ne voit que la cohésion sociale est due en grande partie à la nécessité pour une société de se défendre contre d'autres, et que c'est d'abord contre tous les autres hommes qu'on aime les hommes avec lesquels on vit. Donc, cette idée-là, elle est déjà présente. Enfin, on observe des comportements similaires dans d'autres espèces, notamment, encore une fois, chez les espèces les plus proches de nous. Là, vous avez un exemple de chimpanzé qui est en train de contrôler le territoire du groupe. Les images A et B montrent une sorte de police des frontières chimpanzés, donc qui circule à la frontière du territoire des chimpanzés. Et lorsque un étranger, c'est-à-dire un autre chimpanzé d'un autre groupe, essaie de pénétrer sur ce territoire, eh bien, la police des frontières agresse ce chimpanzé et souvent le tue. C'est ce que vous pouvez voir dans les images en bas qui sont à gauche. On est donc dans une logique de compétition entre groupes, avec donc des comportements coopératifs au sein du groupe, mais une compétition, on le voit ici, féroce, entre groupes. Ces comportements que l'on observe chez les primates non humains, chez nos cousins chimpanzés, eh bien, ils existent également au sein de notre espèce. Et donc, il y a une sorte d'invariant anthropologique dans pratiquement, on peut dire dans toutes les sociétés, consistant à opposer le nous au eux. Le nous, c'est le groupe, et puis eux, c'est les autres, avec toujours cette idée que, quand même, le nous, c'est un petit peu la norme, et puis que les autres, ils sont un peu, au mieux, un peu bizarres, un peu, au pire, considérés un peu comme dangereux. Les barbares, c'est toujours les autres, évidemment. Et donc, ce type de comportement, ce type de représentation est très enraciné, là encore, dans la psychologie des êtres humains. Pas de tous, évidemment, mais d'une grande partie des êtres humains, puisque l'actualité politique nous en donne des preuves quotidiennement. Et il y a, par exemple,
des événements tout à fait significatifs. En septembre 2016, dans le comtat suisse de Tessin, il y a eu une votation à l'initiative d'un parti politique qui s'appelle l'UDC, une votation qui avait pour intituler Les Nôtres d'abord, hein, Prima i Nostri. Et donc cette proposition de l'UDC a recueilli quand même 58% des suffrages des habitants de ce canton de Tessin. Donc quelque chose qui est très enraciné, en tout cas dans les comportements humains. Alors, certains peut-être se souviennent de cette déclaration de Jean-Marie Le Pen, hein, je préfère ma fille ou ma famille à mes amis à mes voisins à mes compatriotes aux Européens, etc., qu'on peut rapprocher d'un proverbe Pachtoun, hein, qui sont des populations qui vivent en Afghanistan, au Pakistan. Vous voyez, moi contre mes frères, moi et mes frères contre mes cousins, moi et mes cousins contre le monde, etc., etc. Le proverbe Pachtoun est quand même moins hypocrite que la déclaration de Le Pen, parce que, d'une part, le fait de manifester au premier abord, ça semble assez juste. Oui, c'est vrai qu'en général, on préfère ses enfants que les gens qu'on ne connaît pas. Mais le fait d'avoir une préférence pour des parents n'empêche pas, de toute façon, de coopérer avec des personnes étrangères. Il n'est pas nécessaire d'aimer pour coopérer. Par ailleurs, il ne faut pas non plus cacher le fait que parfois, au sein des familles, existent des haines tout à fait tenaces, qui se dévoilent souvent d'ailleurs à l'occasion des héritages. Et puis, donc, on sait bien que dans le cadre de la coopération, on peut parfois nouer des liens affectifs avec des personnes qui sont aussi forts et parfois même plus forts que ce qu'on peut nouer avec les parents. Mais enfin, bon, peu importe, il y a là une forte forme de logique de coopération qui est vraiment fondée sur le groupe opposé aux autres groupes. Un autre exemple, évidemment, c'est l'attentat du 11 septembre, qui est un superbe exemple de coopération réussie. Là. Ça a demandé vraiment, là encore, une somme de coopération tout à fait extraordinaire pour que ces attentats réussissent. Mais on voit bien que c'était dans une logique là d'opposition d'un groupe contre, en gros, le reste du monde. Hein. Et là, on est assez proche du proverbe Pachtoun. Alors, ça me permet quand même de souligner un point, c'est que les comportements coopératifs, ils ne sont pas toujours prosociaux. Hein. On peut aussi coopérer pour nuire à autrui. Hein. Donc, c'est pas toujours marqué par la prosocialité. Donc là, vous avez des exemples de ce que donne cette logique de sélection de groupe. À gauche, il y a une représentation de conflits intertribaux en Australie, donc avant l'arrivée, c'est un artiste qui a représenté ça, avant l'arrivée des Occidentaux. Et puis à droite, vous voyez des soldats américains qui sont en train d'uriner sur des présumés talibans. Donc c'est assez impressionnant parce que on s'aperçoit que, par exemple, un groupe de combattants peut manifester une solidarité, une coopération interne extrêmement forte, au point qu'il arrive qu'un soldat se sacrifie pour sauver la vie de ses camarades, et puis en même temps, le même groupe, vis-à-vis d'autres groupes, peut adopter des comportements tout à fait abominables, du style crime contre l'humanité, etc., etc. Là, on va voir un petit film qui montre justement à quel point ces comportements peuvent être inquiétants. Donc, je demande à nouveau la coopération de l'équipe technique. Ça se passe à la frontière serbo-hongroise en 2015. Et il y a des réfugiés qui cherchent à rentrer en Europe. Donc, il y a une police des frontières, comme on l'a vu tout à l'heure avec les chimpanzés. Et observez le comportement de cette journaliste. While international media were gathering at the Hungary-Serbia border to cover the unfolding tragedy, Laszlo apparently thought the situation wasn't tragic enough, so she started kicking children. Donc vous voyez, elle fait chuter des réfugiés qui cherchent donc à pénétrer en Hongrie.
Voilà, donc des comportements qui relèvent de cette sélection de groupe, qui sont assez bien résumés d'ailleurs par des proches qui étaient toujours géniales, hein, mais c'est vraiment cette logique-là qui fonde les comportements coopératifs dans le cadre de la théorie de sélection de groupe. Alors dans le cas de cette compétition entre groupes, il est très important que la coopération soit forte au sein du groupe. Et donc, une difficulté, c'est d'éviter qu'il y ait trop de défections, qu'il y ait trop d'individus qui, au sein du groupe, ne coopèrent pas suffisamment. Qui jouent les picassiens, les cornifleurs, ou qui jouent les passagers clandestins. Et bon, ce qu'on appelle les free riders, les passagers clandestins, existent dans tous les groupes. Par exemple, la fraude fiscale, hein, c'est un très bon exemple de défection. Ceux qui fraudent fiscalement bénéficient de la contribution de tous les membres du groupe, sans apporter leur quote-part. Donc, le risque dans ces cas-là, c'est ce qui est résumé dans la partie du bas de la diapositive, c'est que si au départ, on a une population, un groupe qui est constitué de coopérateurs inconditionnels, progressivement, ce groupe va être envahi par des individus qui vont faire défection. Imaginons que j'appartienne à un groupe de chasseurs-cueilleurs, où donc il y a de la coopération inconditionnelle, c'est-à-dire que chaque soir, après la chasse, bien tout le gibier est partagé entre tous les membres du groupe. Ce que j'ai intérêt à faire, moi, c'est soit, quand on va chasser, me faire porter malade, soit plutôt me situer tout à l'arrière pour éviter d'être blessé par un animal ou d'avoir un accident quelconque, puisque de toute façon, je sais que le soir, je mangerai comme tout le monde. Et donc, progressivement, ce type de comportement risque de se diffuser au sein de tout le groupe. Et on en arrive à ce que vous voyez à la fin, où on a une population qui est donc constituée uniquement de non-coopérateurs. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, la compétition intergroupe est perdue. Donc, on a imaginé toutes sortes de normes, de règles, de valeurs pour garantir la coopération au sein du groupe. Alors, bien sûr, on a créé des institutions, la justice, on paie des gens qui sont supposés donc faire respecter les règles de coopération, qui vont par exemple vous mettre une contravention si vous garez en double ou triple fil, etc. Je dis triple fil parce qu'à Nice, c'est plutôt triple fil que double fil. Donc, voilà. Et donc, il y a tout un ensemble de règles qui vont inciter les gens à être de bons coopérateurs. Il y a des théories qui disent qu'on a inventé la religion pour justement favoriser la coopération au sein du groupe. Quand j'ai été élevé dans la religion catholique, bon, j'ai perdu la foi depuis, mais bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, et je me souviens que quand j'avais 11-12 ans, ma mère me disait toujours fais attention, le bon Dieu te regarde, et c'est vrai que c'était très anxiogène, et que ça m'a évité de faire des bêtises que j'aurais pourtant bien aimé faire, cette idée que quelqu'un m'observait en permanence. Donc, tout cela contribue à favoriser les comportements coopératifs, et notamment il y a quelque chose qui joue un très grand rôle, alors c'est la réputation des gens que l'on entretient par le bavardage. Hein. Il y a un anthropologue qui s'appelle Robin Dunbar qui a mené une enquête pour savoir quelle était la teneur des conversations que les gens tenaient dans les transports publics. Alors ce qui est ressorti de cette enquête, c'est qu'à 70% de leur temps, les gens parlent des autres. Et en général, ils en parlent pour en dire plutôt du mal, du style « Oh, ben, tu as vu, un tel, il a fait ceci, une telle a fait cela. Ah, mais en revanche, il y a machin, aussi, c'est quand même bien ce qu'il a fait. » Bon, ça, c'est plus rare quand on dit du bien. Mais bon, on entretient des réputations. Et ce regard de l'autre est vraiment très important dans la régulation, la stabilisation et la promotion des comportements coopératifs. D'ailleurs, on a pu soutenir que nous sommes la seule espèce dotée de sclère. La sclère, c'est le blanc de l'œil, qui nous permet de bien visualiser le regard d'autrui, et donc d'avoir cette sensation d'être observé. Hein, rappelez-vous aussi tout à l'heure l'interaction entre l'enfant et l'adulte, et on voyait que l'enfant recherchait le regard de l'adulte. Il y a d'ailleurs une expérience intéressante qui a été menée il y a quelques années, c'est en Grande-Bretagne,
où, enfin dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, régulièrement, il y a des organisations caritatives qui font des collectes de fonds, donc qui collectent les pièces, ce qu'on appelle les pièces jaunes, etc. Et pour cela, sont placés dans les commerces des boîtes, hein, près de la caisse, destinées à recueillir la monnaie des clients. Et l'expérience a consisté donc à alterner d'une semaine à l'autre les images qui étaient représentées sur ces boîtes qui recueillaient les fonds des clients, les pièces jaunes. Une semaine, il y avait des fleurs, et puis une autre semaine, il y avait un regard, le regard d'un être humain. Eh bien, vous le voyez là sur le graphique est tout à fait à droite. Chaque fois que sur la boîte était collé le regard d'un être humain, les dons étaient plus importants. La coopération était plus importante que lorsqu'il y avait uniquement des fleurs. Donc on est extrêmement sensible à ce regard d'autrui. Hein, d'ailleurs, bon, si on pense à ce qui se fait aujourd'hui dans de plus en plus de quartiers, avec ce qu'on appelle les voisins vigilants, etc., dans des tas de pays, eh bien, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un œil qui est représenté, hein, qui rappelle qu'on est sous le regard des autres et qu'à ce titre, on doit veiller à être des bons coopérateurs. Donc, on a une théorie de la sélection de groupe qui, je l'ai dit, a une certaine puissance explicative. Elle explique de nombreux comportements coopératifs qui ne sont pas limités à la parentèle, qui ne s'expliquent pas uniquement par la réciprocité. L'idée, encore une fois, c'est que les individus naturellement auraient tendance à fonctionner comme des acteurs égoïstes, hein, donc si je vote pour moi, hein, mais que sous la pression sélective de la compétition entre groupes, eh bien, les comportements coopératifs sont finalement favorisés au sein du groupe, et donc tout au long de notre évolution, ces comportements coopératifs se sont développés, se sont stabilisés. Mais il y a des objections immédiates. On sait que de nombreux comportements coopératifs s'affranchissent du groupe d'appartenance. Je crois même que nous en sommes un exemple ce soir, puisque bon, on peut imaginer que dans ces conférences viennent des personnes pourquoi pas, hein, des quatre coins de la planète, donc on coopère, mais sans se poser la question de savoir quel est le groupe d'appartenance des uns ou des autres. Dans le domaine des arts, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la science et même dans le domaine du sport, on peut observer des comportements coopératifs qui ne relèvent pas de l'explication en termes de sélection de groupe. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle à l'autre bout du monde, comme par exemple le cyclone Katrina dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, on peut voir des individus qui vivent aux antipodes et qui vont envoyer de l'argent, qui vont envoyer de la nourriture, des marchandises, etc., qui vont profiter à des personnes qu'ils ne rencontreront jamais, qu'ils ne connaissent pas, où la réciprocité n'est pas envisageable, etc. Et donc, on participe tous, enfin, un grand nombre en tout cas, à des associations, etc., qui, justement, ne peuvent pas être expliquées par la théorie de la sélection de groupe. Il y a même des comportements altruistes tout à fait extraordinaires qui permettent de dire, bon, c'est ce que dit le biologiste Nowak, que nous sommes des super coopérateurs, ou ce que dit encore le psychologue Tomasello, des ultra coopérateurs, comme bon, le fait de donner de la moelle osseuse, bon, c'est déjà, enfin, ça peut être douloureux, c'est coûteux, et puis encore plus extraordinaire. Ça, c'est un article qui a été publié dans les actes de l'Académie des sciences américaines, si je me souviens bien, c'est en 2014, qui évoque les donneurs de reins, mais pas les donneurs de reins que vous connaissez, c'est-à-dire les personnes qui vont donner leur rein à quelqu'un de leur entourage, quelqu'un de leur famille ou un ami, parce que cette personne a besoin d'un rein. Non, il existe des êtres humains qui donnent leur rein de manière totalement gratuite, comme on peut donner son sang, sans se préoccuper de savoir qui va en profiter, hein, sans vouloir en faire bénéficier un membre de l'entourage. Ils décident tout simplement de donner leur rein parce qu'ils considèrent qu'ils en ont un et que ça suffit, et que leur second rein, il peut profiter à quelqu'un d'autre, et ils se fichent complètement de savoir qui peut être cette autre personne. Donc il y a des phénomènes altruistes quand même au sein de notre espèce qui, là, on peut le dire, sont exceptionnels. Et il existe même des formes de coopération, alors altruistes, que l'on qualifie de interspécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas
à l'intérieur de notre espèce, ce ne sont pas intraspécifiques, mais interspécifiques, lorsque, par exemple, on va s'efforcer de sauver un animal qui est en mauvaise posture, et c'est des choses que l'on peut faire pour des coûts qui sont parfois importants. Quand un pompier va faire descendre un chat, ce pompier, de toute façon, il est payé par la communauté pour faire ce travail, donc ça a un coût, et puis on peut même risquer sa vie pour certaines opérations comme ça altruistes à l'intention d'autres animaux. Alors, le fait qu'il y ait ces formes de coopération qui ne peuvent pas être expliquées uniquement dans le cadre de la théorie de la sélection de groupe m'amène à introduire une distinction que j'ai proposée dans mes publications entre donc, ce que j'ai appelé la coopération fermée et la coopération ouverte. La coopération fermée, c'est la coopération qui est bornée au groupe d'appartenance. Le groupe d'appartenance, quelle que soit sa nature, ça peut être un village, ça peut être une région, ça peut être un pays, ça peut être un groupe mafieux, ça peut être une secte, enfin bon, peu importe. Et la coopération ouverte, c'est justement la coopération qui, les comportements coopératifs qui débordent le groupe d'appartenance. Alors ça, j'ai symbolisé ces deux formes de coopération par un mur et par un pont. Le mur, évidemment, pour la coopération fermée. Là, en l'occurrence, ce mur, c'est celui qu'on peut observer sur la plage de Tijuana. Et donc, sur l'océan Pacifique, à gauche, vous avez le Mexique, à droite, vous avez les États-Unis. Et ce mur a évidemment pour fonction d'empêcher les Mexicains de passer aux États-Unis. Et le pont, lui, symbolise plutôt la coopération ouverte. C'est un pont qui se trouve entre la Guyane française et le Brésil. Et donc, on peut dire que le pont unit là où le mur sépare, là où le mur divise. Donc, ça me semble être des bons symboles de ces deux formes de coopération. Oui, je sais. Mais il sera quand même mis en circulation de ces jours. Et je sais qu'il devait l'être en octobre et ça a été reporté encore. Ouais. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres ponts dans le monde, entre pays. Et par exemple, un très joli pont entre le sud du Brésil aussi et l'Uruguay. Donc, cette notion de coopération fermée et coopération ouverte, on peut la rapprocher de ce que disait Bergson de la société close et de la société ouverte. La société close a pour essence de comprendre à chaque moment un certain nombre d'individus, d'exclure les autres. Elle est celle dont les membres se tiennent entre eux, indifférents au reste des hommes, toujours prêts à attaquer ou se défendre, astreint enfin à une attitude de combat. Et la société ouverte est celle qui embrasserait en principe l'humanité entière. Alors comment expliquer l'existence de cette coopération ouverte? Alors là, je propose ma propre explication. C'est la nature humaine qui est véritablement hyperculturelle. Nous avons un cerveau qui est extraordinairement plastique, qui donc est vraiment une machine à apprendre. Et nous sommes donc animés en permanence parce qu'on appelle un petit peu dans le jargon un instinct épistémique, c'est-à-dire une curiosité, un intérêt pour la nouveauté, un intérêt pour les échanges et les emprunts culturels. L'être humain a toujours eu envie d'aller voir ce qui se passe dans l'autre village, ce qui se passe de l'autre côté de la vallée, ce qui se passe de l'autre côté de la montagne, ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Aujourd'hui, on a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la Lune, avec des objectifs vers Mars, etc. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est notre nature humaine hyperculturelle qui nous a amené régulièrement à nous ouvrir à d'autres groupes et concomitamment, on a vu émerger, c'est lent, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a vu émerger une sorte de morale de l'espèce, c'est-à-dire la compréhension que les êtres humains n'étaient pas seulement des êtres territorialisés et grégarisés, mais qu'ils avaient une commune humanité. Et cette faculté à l'ouverture, elle est en fait très, très ancienne quand on considère l'histoire de notre espèce. Là, l'échelle temporelle est relativement courte puisqu'on considère seulement les 100 000 dernières années. Mais si on considère la dispersion humaine au cours des 100 000 dernières années,
depuis, disons, la dernière sortie d'Afrique, il y a environ 70-80 000 ans, bon, c'est toujours un sujet qui est discuté, eh bien, on s'aperçoit que l'être humain a toujours migré, s'est toujours déplacé, et dans ce cadre-là, toujours rencontré d'autres groupes. Donc il s'est enrichi de nouvelles expériences, et cette accumulation de contacts, d'échanges, d'expériences qui donc a permis à l'être humain finalement de coloniser l'ensemble de la planète. Et si j'ai représenté en haut Charlie Chaplin à côté d'un arbre, c'était pour rappeler donc une phrase de George Steiner que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit que les arbres ont des racines, mais les hommes ont des jambes, les êtres humains ont des jambes, et les êtres humains ont toujours été des migrants. Et cette forme d'ouverture et de coopération donc ouverte sur d'autres groupes a globalement été profitable à l'espèce, et elle est aussi profitable localement. Alors je pourrais donner des tas d'exemples, mais je vais en donner juste un qui est un exemple tout récent qui a été publié en septembre dernier, là encore dans les actes de l'Académie des sciences américaines. C'est une recherche qui a été menée auprès des pêcheurs de thon à Hawaï. Alors l'industrie de la pêche à la ligne, de la pêche du thon à la ligne à Hawaï, historiquement, elle s'est structurée avec, on peut dire, 3 groupes ethniques, hein, des Américains d'origine vietnamienne, des Américains d'origine coréenne et des Américains, on va dire, d'origine européenne. Et chacun de ces groupes a tendance à fonctionner de manière relativement fermée, hein, à nouveau dans le cadre là, de la théorie de sélection de groupe. Et donc le problème qui se pose avec ce type de pêche, c'est que bon, le but c'est de pêcher du thon, mais souvent ce qui est pêché c'est du requin. Et c'est embêtant parce que d'abord le requin détruit les lignes, donc ça a un coût. Et puis ensuite, d'un point de vue écologique, c'est évidemment pas bien. Le but c'est pas de pêcher du requin, c'est de pêcher du thon. Et alors les chercheurs qui sont intéressés à ces pêcheurs ont suivi plus particulièrement les trajectoires de certains pêcheurs qui, eux, s'affranchissent du groupe et échangent des informations. Par exemple, un pêcheur coréen d'origine coréenne qui va échanger des informations avec un Américain d'origine vietnamienne ou un Américain d'origine européenne. Il y a des réseaux comme ça qui sont trans-groupes. Et ils ont constaté que le fait d'échanger ainsi des informations entre ces différents groupes était extrêmement bénéfique en termes à la fois économiques et écologiques. En termes économiques, parce qu'ils se donnaient des informations sur les endroits où se trouvaient les requins, sur leur comportement en fonction des saisons, sur le tel type de ligne qu'il fallait utiliser à tel moment ou pas. Enfin, il y avait des informations plus denses, plus riches, etc. Le fait d'échanger ces informations c'est traduit par une diminution très importante du nombre de prises de requins. Et les chercheurs ont calculé que si l'ensemble des pêcheurs avaient adopté ces comportements donc qui supposent donc une coopération ouverte entre 2008 et 2012, eh bien, on aurait évité la prise de 46 000 requins, hein, ce qui n'est pas rien. Hein. Donc la coopération ouverte est souvent extrêmement bénéfique. Et inversement, on a des exemples de coopération fermée qui ont débouché sur des effondrements de sociétés, sans que ce soit forcément la seule cause, hein, mais je pense par exemple à ce qui s'est passé en Tasmanie, où sous le choc de l'arrivée des Occidentaux, cette société n'a pas résisté. La cause principale, c'est évidemment l'agressivité dont ont fait preuve les Occidentaux, mais les Tasmaniens étaient restés aussi pendant très longtemps très isolés. Ils avaient une sorte de régression technologique qui, contrairement à d'autres populations qui étaient plus ouvertes, leur ont offert peut-être moins de possibilités de résistance ou de résilience. Hein. Alors j'en viens maintenant à ma conclusion. Est-ce que donc il faut opter pour une coopération ouverte ou fermée, en notant bien que cette coopération ouverte, c'est vraiment ce qui signe quand même l'identité de notre espèce, parce que là, il y a vraiment une exception, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans les autres espèces animales. Hein. Donc il semble bien que la coopération humaine se manifeste sous ces deux formes. Hein. On est toujours pris dans des réseaux de coopération qui sont à la fois fermés et ouverts. Et chacune de ces formes de coopération a des avantages et aussi des inconvénients. Alors la coopération fermée, incontestablement, présente un certain nombre d'avantages.
Elle renforce les liens au sein du groupe, hein, puisqu'il y a toujours cette idée qu'il faut faire bloc, cohésion, etc., dans le cadre de la compétition intergroupe. Elle protège aussi le groupe de l'arrivée de mauvais coopérateurs. Je vous ai dit qu'il était important que la réputation était entretenue dans les groupes et que c'était vraiment un facteur important qui contribuait à réguler la coopération. Quand des personnes étrangères au groupe arrivent, eh on ne sait pas, on ne connaît pas leur réputation, on ne sait pas si ce seront de bons ou de mauvais coopérateurs, on ne sait pas si ces personnes vont accepter les modalités des sanctions que l'on a arrêtées au sein du groupe pour réguler la coopération. Donc il y a un doute qui peut être donc gênant. Par ailleurs, la coopération fermée offre des ancrages identitaires solides. Qu'on le déplore ou pas, ça fait partie des attentes des êtres humains, un certain nombre d'ancrages identitaires. Et ça peut assurer également un meilleur succès reproductif du groupe en regard des groupes avec lesquels il est en compétition. Mais bon, bien sûr, la coopération fermée, on peut faire un certain nombre d'objections morales, surtout quand elle est poussée à un tel point qu'elle favorise l'intolérance, l'altérité, la xénophobie, etc. Et on l'a vu tout à l'heure avec le film à la frontière serbo-hongroise. Mais par ailleurs, la coopération fermée prive le groupe des apports de nouveaux membres. Elle limite de ce fait son accès à de nouvelles connaissances. Et puis, au final, ça peut limiter le succès reproductif du groupe, puisque il n'y a pas d'apport de nouvelles expériences, etc. Et enfin, et surtout, la coopération fermée est inadaptée, me semble-t-il, à un moment où notre espèce est confrontée à des enjeux écologiques planétaires. Hein, c'est tout ce qui relève de ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de biens communs, comme l'air, l'eau, les ressources halieutiques, qui sont mises à la disposition de tous, eh bien, courent vers leur épuisement. Hein, c'est la thèse de l'écologue et philosophe Garrett Hardin. Hein, il est évident que cette tragédie, enfin il me semble évident que cette tragédie des communs ne pourra être évitée que dans le cadre d'une coopération ouverte, hein, et non pas repliement des groupes sur eux-mêmes, puisque, encore une fois, ce sont des problèmes qui se posent à l'échelle planétaire. Donc l'enjeu, me semble-t-il, est de trouver l'équilibre entre, d'une part, la tension permanente qui naît chez tout être humain de notre double aptitude à la coopération fermée et à la coopération ouverte, et puis d'autre part des attentes identitaires qui sont réelles. Et même si la disparition de la coopération fermée semble peu probable, eh bien, il semble on peut penser que des choix culturels peuvent favoriser la coopération ouverte, ou en tout cas rendre subalternes les attentes identitaires en regard des comportements coopératifs. Alors, ce n'est pas du tout gagné parce que, comme l'avait noté Russell, les mouvements politiques qui réussissent, en général, ils ne misent pas tellement sur la coopération ouverte. Hein. Ils misent plutôt sur la compétition, sur la rivalité, l'envie, la haine. On en a eu des exemples en 2016 avec le Brexit et puis l'élection inattendue quand même de Trump. Mais on a aussi des exemples de personnages politiques qui ont joué le jeu de la coopération ouverte. Nelson Mandela en est un bon exemple. Après 27 ans passés en prison, il a pratiqué la coopération ouverte avec ceux quand même qui étaient ses geôliers, dans des conditions de détention qui étaient souvent extrêmement dures. Donc ça montre que c'est possible. Et le sociologue Tard disait on ne naît pas semblable, on le devient. Hein. Et je crois que si on le devient, c'est en coopérant. Hein, donc c'est une manière de résoudre la question de l'identité. C'est-à-dire qu'au principe, identifiez-vous, puis coopérez, qui est au cœur de la logique de sélection de groupe, hein, je crois qu'on peut opposer à un autre principe qui est coopérer, hein, puis vous vous identifierez. Et évidemment, ce choix est gros d'enjeux politiques au niveau local, mais aussi au niveau planétaire. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait substituer au vieil adage « qui se ressemble s'assemble », une autre logique qui serait « qui s'assemble se ressemble », au sens que on arrive à se comprendre, on arrive à coopérer,
Et ça revient à faire le choix donc politique hein, de la coopération ouverte. Et bien, je crois que sur la base de ce que l'on sait de l'histoire de notre espèce, ce précepte peut devenir réalité. Tous tant que nous sommes ici dans la salle, enfin, je pense à quelques exceptions près, nous portons environ 2 à 4% de gènes néandertaliens. Donc ça veut dire qu'on a coopéré très intimement avec cette autre espèce humaine, hein, puisque les néandertaliens, c'était une autre espèce humaine qui a disparu il y a environ 30 000 ans. Mais nous portons des gènes de néandertaliens, entre 2 et 4%. Bon, donc si nous avons été capables de pratiquer cette forme de coopération ouverte et très intime avec une autre espèce, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de la mettre en œuvre à l'échelle de l'humanité tout entière au sein de l'espèce Homo sapiens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Joël Cando. Avant de passer aux questions, je voudrais ajouter une information concernant votre présentation pour les personnes qui n'auraient pas pu lire vos fonctions à l'écran. Donc, vous êtes anthropologue, professeur à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Qui s'appelle désormais Université Côte d'Azur, et j'ai proposé qu'on prenne comme logo des chaises longues et des parasols. Super. Et puis, vous êtes membre du laboratoire. Est-ce que ça signifie que vous travaillez dans le laboratoire LabCos, qui est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie cognitive et sociale? C'est un laboratoire que j'ai dirigé pendant 8 ans. Et puis, il y a quelques années, j'ai passé la main. Voilà. Bon, formidable. En tout cas, votre intervention, si le public est d'accord, était formidable. Et nous aimerions tous partir avec votre PowerPoint. Parce qu'il nous a régalé déjà. Et vous nous avez apporté des choses très, très fortes. Et comme dans la salle, il y a des jeunes de Terminal S qui sont venus avec leur professeur de SVT et leur professeur de philo. Je pense que c'est un excellent enseignement. Parce qu'en plus, votre intervention se rapporte également à l'actualité et c'est très important pour nous, citoyens, de vous avoir rencontrés. Nous allons passer aux questions et vous n'avez pas oublié la règle des questions, donc. Oui, donc je vais essayer de faire court, oui, évidemment. Je voulais savoir si la coopération est un concept enfin, comment peut-on le qualifier? Parce que c'est une notion. Est-ce que c'est un concept? Enfin, sur le plan philosophique, vous voyez, par exemple, puisqu'il relève de l'ordre des moyens, par exemple, pour opposer l'ordre des moyens et l'ordre des fins. Et puis je voulais évoquer effectivement la non-coopération qui peut s'avérer, qui peut se retourner en fait en mouvement, je dirais, pas... Enfin, l'altruisme n'est pas forcément lié au comportement, vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, quand on juge avec une espèce de recul que permet parfois la vie, une simple vie humaine, aussi courte soit-elle, on s'aperçoit que parfois, la non-coopération totale même peut produire finalement davantage de coopération. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on peut définir un peu mieux ce concept, quoi. C'est-à-dire trop de coopération peut être dangereux également. Comment est-ce que c'est quelque chose de cumulatif? Enfin, il y a plein de questions qui sont sous-jacentes à votre exposé que j'ai trouvé très clair et remarquable. Merci. Merci. D'abord, si personne n'y voit d'objection, je vais enlever ma veste parce que avec des projecteurs, j'en peux plus. Voilà. Donc, la coopération, c'est avant tout un comportement. Le fait de coopérer, c'est le fait d'œuvrer ensemble dans un but commun. On peut coopérer à 2 personnes, on peut coopérer dans le cadre de plus grands groupes, etc., etc. Mais donc, ça rend compte d'abord d'un comportement.
Après, évidemment, c'est un concept dans le sens que c'est un outil théorique qui permet aux sciences sociales, aux sciences biologiques, de rendre compte de ces comportements. Et c'est là que le concept, on peut donc le décliner de différentes façons. On va parler de coopération conditionnelle, de coopération inconditionnelle, de coopération altruiste. Je parle de coopération fermée, de coopération ouverte. Donc, c'est, encore une fois, dans ce cadre-là, des outils conceptuels qui nous permettent de rendre intelligible, enfin d'essayer en tout cas de rendre intelligible les comportements d'entraide, de solidarité entre êtres humains. Voilà. Bon. Pour ce qui concerne alors la deuxième partie de votre question, je ne sais pas si je l'ai bien comprise, mais est-ce que trop de coopération, c'est ça, peut... Une nouvelle religion, je ne sais pas. Bien sûr, comme tout comportement, on peut imaginer qu'il soit instrumentalisé à des fins idéologiques et que donc il y a une sorte de morale de la coopération qui devienne envahissante, culpabilisante, etc., etc. Tout cela est possible. Mais bon, je ne sais pas si j'ai bien réussi à l'exprimer au cours de mon exposé, même si je me suis référé à l'actualité, parce qu'il me semble important dans la recherche scientifique de donner aux individus des clés pour comprendre la situation présente. Ma perspective était quand même très ancrée dans une longue durée, et je cherche avant tout à comprendre comment, au sein de l'espèce, des comportements donc coopératifs se sont stabilisés, se sont développés, etc., etc. Donc, on peut tout à fait imaginer effectivement qu'en fonction de certaines contingences historiques, ces comportements fassent l'objet d'une récupération, pour venir justifier certains discours ou certaines pratiques dans le domaine du politique, mais bon, c'est pas cet aspect-là sur lequel je travaille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est une perspective vraiment anthropologique, c'est-à-dire je m'intéresse à l'espèce tout entière, comment au sein de l'espèce les diverses formes de coopération que j'ai évoquées ce soir ont pu émerger, quelles sont celles qui l'emportent, quelles sont celles qui sont bénéfiques en termes finalement de succès reproductif de l'espèce, quelles sont celles qui sont peut-être dangereuses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la coopération fermée qui par ailleurs présente des avantages, aujourd'hui est très souvent devenue intenable compte tenu des enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. D'autres questions ? Mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Il paraît que c'est Churchill qui disait qu'entre la civilisation et la barbarie, il y a 3 repas. Sous-entendu, la pénurie alimentaire, je dirais, exacerbe plutôt les bas instincts de l'homme que les grands instincts. Or, est-ce que justement la pénurie de ressources auxquelles la planète risque d'être confrontée, que ce soit l'eau, la nourriture et l'énergie, ne va pas plutôt favoriser la coopération fermée et donc les conflits entre groupes que la coopération ouverte? Ah mais c'est un vrai débat, et c'est un débat que nous devons tous avoir en tant que citoyens. Quel type de coopération nous voulons? Moi, j'insiste bien là sur le fait que le choix d'un mode de coopération... Les êtres humains sont capables des 2 formes de coopération. On est capable de coopération fermée, on est capable de coopération ouverte, et on est toujours pris dans ces 2 formes de coopération. Après, en fonction de certains enjeux, il y a des choix à faire. Peut-être qu'à certains moments, ça a été extrêmement bénéfique de privilégier la coopération fermée. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la coopération ouverte qu'il faut donc mettre en avant. Et là, ce sont des choix politiques, ce sont des choix culturels, donc qui dépendent de nous. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a des tendances au
au niveau international qui semble plutôt aller dans le sens d'une fermeture. On voit bien que dans différents pays, on met en avant la notion de fermeture de frontières, on voit un regain du nationalisme. J'ai évoqué le Brexit, qui était quand même avant tout fondé par un rejet des migrants, des populations immigrées. La campagne de Trump aussi, elle a été assez éloquente de ce point de vue. Donc, je pense qu'on est au cœur aujourd'hui d'un débat extrêmement important, qui est effectivement de décider si on veut privilégier des formes de coopération fermée ou des formes de coopération ouverte. Donc ça c'est un débat citoyen. Ce que peut apporter le chercheur au débat, c'est de dire, ben voilà, sur la base de l'histoire de notre espèce, voilà ce qu'on a pu constater. On a pu constater qu'à des moments donnés, des sociétés qui étaient confrontées à des enjeux qui les dépassaient un petit peu, n'ont pas su s'ouvrir suffisamment et se sont effondrées. Il y a tous les travaux de Diamond, par exemple, de Jared Diamond, qui portent sur la notion d'effondrement de certaines sociétés. Il y a eu l'Empire Khmer, il y a eu les Mayas, etc. L'île de Pâques, etc. J'ai évoqué tout à l'heure les Tasmaniens. Il y a des sociétés qui, à un moment, s'effondrent. Il peut y avoir toutes sortes de raisons à ces effondrements. Ce n'est pas forcément uniquement la question de la fermeture. Mais ce que l'on quand même peut retenir des données historiques et même préhistoriques, c'est que d'une manière générale, quand même, l'ouverture a représenté un apport en termes d'acquisition d'expérience, de connaissances, de capacité d'adaptation. Et que donc c'est peut-être la voie à privilégier bien plus que la fermeture. Mais après, il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, toutes les espèces sont mortelles, donc il est possible qu'on fasse les mauvais choix et que, au final, on en payera le prix. Voilà. D'autres questions ? Bonsoir. C'est vrai que vous avez une approche généraliste, je vais dire, du côté de l'anthropologie au niveau de l'espèce humaine, avec quelques exemples sur les espèces animales. Mais cependant, en ce qui me concerne, je suis un petit peu sur ma faim sur l'affinage ou l'affinement des notions qui traversent, qu'on appelle maintenant intersectionnelles, des notions de... Par exemple, est-ce que les hommes et les femmes sont plus coopératifs ou pas, donc de genre? Est-ce que les races, selon les différentes races, il y a des coopérations différentes? Et puis les classes sociales aussi. Vous avez parlé à un moment des groupes fermés, mais les groupes fermés, c'était aussi par rapport à c'est dans le cadre de rapports aussi de domination et que ça soit économique, quand il y a eu les classes ouvrières qui se sont organisées. Donc, en fait, les fermetures, elles se font aussi pour défendre des combats, pour s'affirmer. Et on ne peut pas coopérer à tout. Moi, je ne me vois pas construire un mur. Je ne suis pas maçon. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a différents niveaux d'analyse. Est-ce que vous avez prévu d'analyser par rapport à, justement, ces concepts, et je le dis de manière non stigmatisante, que ça soit de genre, de race ou de classe, est-ce que ça va traverser vos recherches sur, justement, comment on peut favoriser la pédagogie de la coopération, en fin de compte, par rapport à différentes classifications, ou par rapport à des contextes différents dans lesquels nous pouvons être. Merci. Oui, non, vous avez raison. Ma présentation est bien trop sommaire, mais enfin, c'est un peu le format de la conférence qui veut ça, puisque j'avais 1 heure pour présenter un peu la problématique. Alors il est évident qu'il faut se poser la question peut-être de comportements différenciés selon que l'on considère le genre, vous l'avez dit, ou les classes sociales. Je ne parlerai pas de race parce que je pense que c'est pas une notion pertinente. Oui. Mais c'est effectivement des questions importantes que l'on peut se poser. Je travaille actuellement dans une direction qui finalement va un petit peu dans votre sens. Je m'intéresse à ce que j'ai appelé l'effet TEUT. Alors l'effet TEUT, T-H-E-U-T-H, c'est en référence à un mythe que l'on trouve dans
le Phèdre de Platon, qui est un mythe de l'invention de l'écriture. Et dans ce texte, Platon raconte que le roi égyptien Thammuz reçoit un jour la visite du dieu Thoth, qui est un dieu tout-puissant, omniscient, enfin, très, très imbu de lui-même. Enfin, c'est un grand savant. Et Thoth vient donc voir Thammuz et lui dit, écoute, Thammuz, roi des Égyptiens, je viens d'inventer quelque chose qui va rendre ton peuple savant. Tu vas devenir un roi d'un peuple savant. Ils n'auront plus besoin de faire d'efforts pour mémoriser, pour retenir des connaissances, etc. Grâce à moi, ils auront tout ce savoir en permanence au bout de leurs doigts. Et donc, tu pourras te targuer d'être le roi d'un peuple de savants. Alors, Thammuz, évidemment, est intéressé. Bon, son ego est flatté. Et il dit, bon, oui, c'est pas mal. Alors, en quoi consiste cette invention? Et Thammuz lui dit, eh bien, j'ai inventé l'écriture. J'ai inventé l'écriture, et grâce à l'écriture, eh bien, il n'y aura plus d'effort de mémorisation à faire, hein, puisque donc on va pouvoir tout noter, toutes les connaissances sur des papyrus, et on n'aura plus besoin de faire des efforts de mémorisation. Et Thammuz réfléchit un moment, et puis finalement il répond à toi, tu lui dis, écoute, tu es très sympathique de me faire cette proposition, mais moi je n'en veux pas de ton invention, parce que je ne crois pas que cette invention va faire de mon peuple un peuple de savants, elle va faire de mon peuple des savants d'illusion. C'est-à-dire qu'ils croiront savoir, mais ils ne sauront pas vraiment parce qu'ils n'auront pas l'effort, ils n'auront pas fait l'effort d'apprentissage. Alors bon, c'est un texte qui est d'une grande actualité. Bon, Platon se trompait évidemment pour l'écriture, mais c'est un texte qui est d'une grande actualité à l'époque des technologies numériques où on est en train en permanence de surfer d'une information à l'autre. Alors je fais un petit détour là pour répondre à votre question, mais j'ai appelé donc le domaine de recherche dans lequel je travaille, je l'ai appelé l'effet Thoth parce qu'il me semble que Platon, pour la première fois, pose la question des effets d'une invention culturelle sur la cognition humaine. Et donc, il dit, l'invention culturelle qu'est l'écriture, il se trompe, on est d'accord, mais enfin, il dit, l'invention culturelle qu'est l'écriture va faire des individus des savants d'illusion. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on peut se poser la question, compte tenu de l'extraordinaire plasticité du cerveau que j'ai évoqué tout à l'heure, des effets des environnements culturels sur nos compétences cognitives en général, et sur d'autres comportements, comme notre faculté à coopérer. Et là, je ne suis pas sûr que toutes les matrices culturelles aient la même capacité à promouvoir les comportements coopératifs. C'est une question que je pose, et je n'ai pas de réponse. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire pour essayer de voir dans quelle mesure toutes les matrices culturelles. Alors, quand je parle de matrices culturelles, je me situe vraiment à un niveau pas du tout macro. Hein. Je pense qu'une société comme la société française est faite d'une mosaïque de matrices culturelles. Hein. Bon. Je pense qu'il y a tout un travail à faire pour essayer de voir dans quelle mesure des matrices culturelles soit induisent de manière équivalente les mêmes comportements coopératifs, ou bien, selon la matrice culturelle, induisent des comportements coopératifs plus ou moins sophistiqués, plus ou moins élaborés, des comportements coopératifs qui seront plus ouverts ou plus fermés, des comportements coopératifs qui seront plus conditionnels ou plus inconditionnels, des pratiques davantage altruistes ou pas, etc. Là, je pense qu'il y a un véritable travail à faire, que j'ai essayé de commencer d'ailleurs, puisque l'année dernière, non, c'était plus l'année dernière maintenant, je dois dire, c'était en 2015, j'ai proposé un projet européen de recherche dans le cadre des ERC, Advanced Grant, mais bon, j'ai été retoqué, ça arrive. Donc je suis en train de retravailler pour présenter ce projet. Et un des objectifs, c'est de répondre au type de questions que vous posez. Voilà. Comme je ne vois rien avec les projecteurs, je ne sais pas si quelqu'un pose des questions. Non. Oui.
le commerce, c'est vraiment la coopération. Oui. Le peu que je sache de mon histoire de l'Europe, il y a quand même eu des zones comme Venise, Gênes et la Hollande qui ont quand même eu une vitalité bien supérieure au reste de l'Europe à une certaine époque. Enfin, c'est une idée qui me... Et là, c'est vraiment l'échange. Et qui n'est pas seulement un échange d'argent et de monnaie, mais un échange d'intelligence. Oui, entièrement. Oui, non, mais bon, c'est un bon exemple. Là, effectivement, bon, à un moment donné, se sont constitués disons, il y a eu des configurations de régions, de pays qui ont fortement coopéré entre elles et qui ont acquis une puissance économique qui leur a permis d'être extraordinairement compétitifs par rapport à d'autres régions européennes qui n'étaient pas engagées dans ce même processus. Donc je pense que c'est un bon exemple, une bonne illustration, enfin en tout cas de ce qu'on appelle la sélection de groupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Alors, ça montre bien aussi que les frontières de ce qu'on appelle un groupe sont extrêmement souples, extrêmement plastiques. Hein. Il n'y a rien de figé, rien de définitif. Aujourd'hui, on peut dire que l'Union européenne, c'est un groupe qui s'est constitué avec beaucoup de difficultés, on le sait, mais cette Union européenne, du point de vue économique, elle est en compétition avec d'autres grandes régions du monde, et on peut penser que plus la coopération sera forte au sein de l'Union européenne, ce qui n'est pas exclusif d'ailleurs d'autres formes de coopération avec les régions avec lesquelles on est en compétition. C'est jamais soit l'un soit l'autre, il peut y avoir à la fois coopération et compétition, hein, bien sûr. Oui, par exemple, Erasmus marche très bien. Donc, on peut imaginer que au plus forte sera la coopération au sein de l'Union européenne, eh bien, au plus l'Europe sera compétitive par rapport à ces grands blocs que sont les pays du Pacifique ou d'autres régions du monde. Mais encore une fois, c'est un processus dynamique. Hein. On n'est pas là dans une logique de groupe avec des frontières qui sont figées une fois pour toutes. On est parti des groupes de chasseurs-cueilleurs. Au départ, c'était vraiment des compétitions entre groupes de chasseurs-cueilleurs pour, encore une fois, le contrôle de territoire, l'accès à des ressources, etc. etc. Ensuite, des modes de fonctionnement des sociétés humaines dans le cadre de groupes qui pouvaient être de très grande taille, hein, et qui, encore une fois, dont les limites ont évolué au cours de l'histoire. Oui, alors monsieur me demande si j'ai des références sur le cas des pêcheurs de Hawaï. Les références sont sur le diaporama. Hein, c'est une publication dans les PNAS, les Proceedings de l'Académie des sciences américaines, qui a eu lieu, donc, qui s'est faite en septembre dernier. Donc, si l'article vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai l'article au format PDF. Voilà. N'hésitez pas, je vous l'enverrai. Hein, voilà. Est-ce que vous avez étudié ce qu'on pourrait appeler la coopération financière pour écraser les autres? C'est-à-dire toute cette espèce de coopération anonyme qui se font dans l'anonymat, bien sûr, qui sortent des grands circuits, qui se font des circuits entre eux pour dominer le monde. Et on sait très bien maintenant que les politiques n'ont pratiquement plus aucun pouvoir, parce que c'est le pouvoir économique de certains qui ont pris les possessions et qu'un homme politique est carrément incapable de lutter contre ça. Alors bon, je vous réponds très directement. Non, je n'ai pas du tout travaillé sur ces questions-là, mais votre question est importante parce qu'elle me permet de revenir sur un aspect de la coopération que j'ai sans doute insuffisamment souligné.
c'est le fait que la coopération n'a pas toujours des objectifs nobles. Hein. On peut coopérer, par exemple, dans le cadre d'un groupe mafieux hein, pour commettre de mauvaises actions. Si on regarde donc ce qui s'est passé sous le régime nazi, l'existence des camps de concentration et des camps d'extermination supposait une très forte coopération entre les industriels qui fabriquaient du gaz, ceux qui ont construit les camps, ceux qui les gardaient, etc., etc. Donc la coopération, c'est pas toujours, n'a pas toujours des objectifs nobles. Hein, et donc, effectivement, il existe des formes de coopération, mais que je ne connais pas, sur lesquelles je n'ai pas travaillé, au niveau mondial, sans doute dans le domaine de la finance, etc. Mais bon, très franchement, je suis très, très étranger à tout ça, qui ne vont pas dans le sens du bien commun. Ça paraît assez évident. Mais je ne travaille pas sur ces questions-là. Oui. La question de la coopération par rapport au clivage droite-gauche politique, parce qu'on a l'impression que le système de gauche il est plus coopératif dans un sens, le système de droite il est moins coopératif. Bien sûr, dans le système de droite, il y a une coopération fermée qui est accentuée. Dans le système de gauche, c'est plus large, les cellules sont plus larges. Mais voilà, ça c'est la question que je me pose, qui m'intéresse. Merci. Je ne sais pas s'il est très facile d'attribuer à un camp ou à l'autre des propensions à la coopération. Parce qu'il me semble que le paysage politique déjà bouge extrêmement vite et on voit aujourd'hui des sensibilités politiques que l'on pouvait qualifier de gauche. Il y a un article aujourd'hui dans Le Monde sur ce qu'ils appellent le nouveau conservatisme. Hein, dans Le Monde, je crois que c'est un monde daté de demain, qui montre que des personnes qui avaient donc une sensibilité de gauche se retrouvent sur des positions très identitaires, etc. etc. Donc il me semble que c'est assez brouillé comme paysage. Ce qui est certain en tout cas, c'est que pendant très longtemps, et je crois que ça continue aujourd'hui, il y a eu une certaine quand même fermeture dans le débat politique. C'est-à-dire les gens de droite discutent entre eux, les gens de gauche discutent entre eux. Et là encore, il y a 3 ou 4 ans, il y a eu un article intéressant qui portait sur l'utilisation de Twitter aux États-Unis. Alors j'en parle vraiment en béotien parce que je n'ai jamais utilisé Twitter, mais bon, je sais que c'est devenu un moyen de média, de communication important, puisque même maintenant le futur président des États-Unis, je pense que c'est son moyen de communication privilégié. Bon, enfin, peu importe. Donc, une enquête avait montré sur l'utilisation de Twitter, et donc ils avaient représenté les échanges de messages entre des centaines de milliers de personnes aux États-Unis, donc sur un graphique, en représentant évidemment en bleu les démocrates et en rouge les républicains. Et alors ce qu'on constaté dans les réseaux d'échange, c'est que c'était vraiment deux entités qui ne se parlaient pas. Il y avait des échanges de messages Twitter entre démocrates, des échanges de messages Twitter entre républicains à l'échelle de centaines de milliers de personnes, et pratiquement pas de communication entre les deux. Donc là encore, il me semble qu'un des enjeux peut-être, bon, je ne sais pas si je peux me permettre ce genre de réflexion, mais un des enjeux aujourd'hui du débat aussi politique, c'est d'arriver à mieux communiquer d'un camp vers l'autre, hein, pour justement se situer dans cette logique d'ouverture et non pas de fermeture. Mais bon, c'est peut-être totalement naïf ce que je dis. Après, pour répondre précisément à votre question, oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une tradition à gauche quand même de tolérance, etc. Mais bon, il y a aussi des gens très tolérants à droite, donc je ne sais pas trop comment répondre.
Je voudrais me poser la question si du comportement coopératif de l'homme, c'était pas une nécessité pour la survie de l'espèce humaine. Surtout quand les ressources étaient, enfin la vie était honnêtement très difficile, enfin quand c'était cueilleur, chasseur-cueilleur, etc. C'est-à-dire que si l'espèce humaine n'avait pas coopéré, ben, il n'y aurait peut-être pas d'espèce humaine. Ça n'aurait pas pu survivre. C'est une question. Oui, bon, c'est effectivement quelque chose que j'ai essayé de suggérer, d'autant plus que l'existence de l'espèce humaine dépend elle-même du maintien d'une certaine biodiversité. Hein. Et je lisais tout à l'heure en venant ici, dans le métro, là, sur la ligne 7, il y avait une affiche qui disait, bon, c'était une affiche faite par une organisation de défense de l'environnement, qui prévoyait que d'ici 2050, 9 oiseaux marins sur 10 auraient consommé du plastique. 9 sur 10, hein, compte tenu de tout ce qu'on rejette à la mer. Donc, il est évident que cela va nuire à la biodiversité. On sait que nous avons déjà nuit gravement à la biodiversité, et ça va probablement s'accentuer. Du même coup, on nuit à notre propre espèce parce qu'on est fortement dépendant de cette biodiversité. Et bien entendu, je pense que là, la coopération, une forme de coopération ouverte, est tout à fait nécessaire si on veut éviter des catastrophes. Donc oui, je vais tout à fait dans votre sens. Hein. Oui, je ne vois rien du tout. Oui, c'est bon. Merci. Oui, la distinction que vous avez faite entre la coopération fermée et la coopération ouverte semble très intéressante au point de vue socio-anthropologique, car en effet, sans doute, cela peut-il être à l'origine d'une dynamique sociale, car les problèmes de coopération, ce n'est pas des phénomènes statiques, il y a des évolutions. Par exemple, des groupes ouverts peuvent devenir des groupes fermés par coalition. C'est-à-dire qu'à vous entendre, il me semble qu'il y a toute une théorie des coalitions qui est sous-jacente, oui, qu'on peut retrouver dans les familles, qu'on peut retrouver dans les professeurs d'université, entre les anthropologues, les psychologues, les sociologues, qu'on peut trouver au travers des nations, comme vous l'avez souligné. Donc il me semble que ce que vous avez évoqué là est très intéressant au point de vue de la dynamique sociale. Oui, je suis entièrement d'accord, parce qu'il y a effectivement en permanence une dynamique ouverture-fermeture. Si je reprends l'exemple de la construction de l'Union européenne, la construction de l'Union européenne est un bon exemple d'ouverture, puisque des pays qui, disons, fonctionnaient selon une logique de fermeture, et qui se sont affrontés pendant des siècles, ont décidé de construire une entité politique qui allait au-delà des frontières nationales, et donc qui répond bien à cette notion que j'ai proposée de coopération ouverte. Mais en même temps, cette entité a tendance aussi à se fermer à des apports extérieurs. Donc l'ouverture peut accompagner également des processus de fermeture. Et ce que je dis pour l'Union européenne, on peut le dire à toutes les échelles, comme vous le disiez, à l'échelle de professions, à l'échelle de groupes sociaux extrêmement divers. Et je crois que bon, si cette distinction a un quelconque intérêt, c'est qu'elle offre quand même une grille de lecture des comportements coopératifs, justement dans une approche qui est extrêmement dynamique, qui n'est pas du tout une approche qui fige des situations, mais qui vraiment prend en compte des processus. C'est vraiment une approche processuelle. Voilà. Une dernière question. Une dernière. Bonjour. En fait, moi, je me demande, parce qu'on a vu au début de la conférence, il y avait un enfant qui était très très jeune et qui avait 2 ans et demi, oui. Voilà. Et j'avais vu d'autres exemples avec des enfants qui étaient très jeunes et qui étaient altruistes naturellement, on va dire. Donc ça va dans le sens de la coopération ouverte. Et en fait, je me demande à quel moment
à quel moment on se dirige plus vers une coopération fermée? Est-ce que ça va être la culture, l'éducation, ou si c'est inhérent à l'être humain et que forcément il se rapproche de ça à un moment parce qu'il y a la recherche identitaire, etc. Je sais pas. Alors, bien évidemment que l'environnement, l'éducation joue beaucoup, comme toujours chez l'être humain. Hein. Donc, nous sommes naturellement des êtres culturels. Il ne faut pas oublier que la culture, c'est un phénomène naturel. Et les êtres humains sont culturels, comme, je sais pas, moi, il y a certaines baleines qui sont capables de plonger à 3000 mètres de profondeur. Il y a des oiseaux qui sont capables de voler des semaines sans se poser. Il y a des serpents qui peuvent rester 6 mois sans boire. Ben, nous, notre nature, c'est d'être culturel. Et donc, la culture a des effets considérables sur nos comportements. C'est pas un anthropologue qui va vous dire le contraire. Bon, ça c'est une première observation. Alors après, si on considère, disons, l'ontogénèse, le développement de l'individu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc dès l'âge d'1 an, on voit des formes de communication gestuelle qui sont de communication coopérative. Mais après, on sait aussi que dans le développement, on va dire normal, enfin c'est un sens de l'enfant, il y a un âge quand même où l'enfant manifeste une certaine forme d'égoïsme, hein, vers 3-4 ans, où il peut donc vouloir, quand il y a une distribution de bonbons, garder tous les bonbons pour lui, pas en donner aux copains, etc. Et puis, progressivement, il y a la notion d'équité, de répartition donc équitable entre les enfants qui se fait jour, et aussi de coopération. Ça vient un petit peu après. Et bon, ça, il semble bien que ça se fasse assez naturellement, mais ça peut être modulé, ça peut être renforcé, ou au contraire, ça peut être entravé en fonction de l'environnement culturel de l'enfant. Si vous vivez dans une famille ou dans une société où en permanence on met en avant le souci d'autrui, etc., ben, il est bien évident que les comportements coopératifs se développeront plus vite que si, je ne sais pas moi, vous vivez, je vais sans doute caricaturer, hein, dans une famille de traders qui ne pensent qu'à faire des opérations en bourse et à maximiser leur intérêt immédiat, et qui disent que c'est la lutte pour la vie, que c'est chacun pour soi, etc., qui sont des discours qu'on entend. Donc ça a forcément des effets, hein, ensuite sur les comportements des enfants, ce type d'environnement, bien sûr. Chez l'être humain, il faut toujours penser de manière indissociable notre nature, ce que j'appelle notre nature naturelle et notre nature culturelle. Voilà. Donc, il y a notre nature naturelle qui fait qu'on peut adopter, en fonction du développement de l'individu, certains comportements, et puis notre nature culturelle va moduler tout ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et puis, merci beaucoup. Oui, vous avez répondu. Merci.